Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous offrir mon preview de l'UFC Singapour Maia contre Askren. Je vous le cacherai pas, c'est un dream fight là, pour moi. Je suis un grappler, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Et puis comment avoir plus de plaisir dans la vie que regarder deux des meilleurs grapplers au monde avec des styles tellement différents. L'un des meilleurs lutteurs qu'on a revu en MMA, qui est aussi une très bonne black belt en jiu-jitsu brésilien, contre une des meilleures, sinon pas la meilleure black belt en jiu-jitsu brésilien qu'on a vu en MMA. Là. Je parle peut-être pas en termes d'accomplissement dans le monde du grappling, mais en termes d'arts martiaux mix. Je sais pas si on a déjà vu un meilleur grappler dans le sport que Demian Maia. Et il s'adonne aussi à être un des lutteurs les plus sous-estimés parmi les compétiteurs de jiu-jitsu brésilien dans l'UFC. Donc c'est un combat absolument incroyable. C'est le combat principal de la soirée. Je suis là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions de ce combat-là. Et les 10 autres sur la carte, dont Cyril Gane, qui est en action pour son deuxième combat dans l'UFC sur la carte principale. Donc, on va commencer à l'instant avec le combat principal. Demian Maia, Ben Askren. Et c'est difficile d'y aller avec une prédiction dans ce combat-là, pour être bien honnête avec vous, parce que, écoutez, Demian Maia, oui, la dernière fois qu'il a affronté des lutteurs, c'est des combats qu'il a perdus. On se le cachera pas. Mais la stratégie de ces lutteurs-là dans ces combats-là a été la même. Aux trois occasions, là, à 3 reprises, ça a été absolument la même stratégie. Et c'est une stratégie que Ben Askren ne peut juste pas utiliser dans le fond. Tyron Woodley, Kamaru Usman et Colby Covington, ce qu'ils ont fait, c'est utiliser leur lutte qui était clairement supérieure à celle de Demian Maia pour juste empêcher tous les takedowns de Demian Maia, rester debout et le battre debout avec leur pression, avec leurs points, avec leur boxe, avec leur tout ce que tu peux avoir debout, même du clinch work contre la cage. Et Ben Askren ne fera pas ça. Écoutez, j'ai vu une publication se promener sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ensemble, là, dans leur dernier combat UFC, ils ont une histoire de comme 3 ou 4 significant strikes. Donc, c'est pas des gars qui se battent debout. Oui, Ben Askren utilise du ground and pound quand il est au sol. Là, ça, on se le cachera pas. C'est pas mal plus ça, sa manière d'opérer. Que de vraiment avancer sa position pour aller chercher pour des soumissions. Mais on se retrouve ici avec vraiment deux bons positional grapplers. Et puis c'est ça qui me fait un peu, pas peur, mais ce qui me fait pencher vers Ben Askren dans ce combat-là, c'est que nécessairement, c'est probablement Askren qui va aller chercher les takedowns ici. Là, je serais vraiment sur le cul de voir Demian Maia takedown Ben Askren dans ce combat-là. Et puis les deux sont tellement forts positionnellement que oui, Demian Maia va toujours être dangereux, même s'il est sur son dos. C'est pas sa position de prédilection cependant. Et puis Ben Askren est capable de travailler dans une garde. Là. Puis je sais pas s'il va être capable de passer la garde de Demian Maia. Ça me surprendrait, pour être bien honnête avec vous, mais il est tellement positionnellement fort en général que d'après moi, quand il réussit à amener le combat au sol et établir une position, que ce soit la garde, que ce soit la half guard, il va réussir de là à lander son ground and pound, qui cause littéralement aucun dommage. Là, on s'entend. Ben Askren a quelques TKO à sa fiche, mais c'est plus des TKO vraiment. Tu sais, je te mets échec et mat d'un côté positionnel, puis là, je t'envoie des petites frappes que tu peux pas défendre vu que t'es échec et mat d'un côté positionnel, et puis l'arbitre met fin au combat ainsi. Mais si j'ai jamais vu Ben Askren, là, il allait avec du gros ground and pound défoncer quelqu'un ben raide au sol, puis l'arbitre a comme pitié, puis arrête le combat. C'est jamais ça. C'est le genre de gars qui va avoir le temps de t'en donner 40 d'en face sans que tu en donnes une, mais c'est tout 40 petits coups de poing, voire même des claques. Des fois, c'est insultant complètement, mais c'est le style de Ben Askren. Et puis c'est sûr qu'on peut pas arriver ici et sous-estimer un Demian Maia qui, comme je l'ai dit, est un des meilleurs grapplers. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il n'y aura pas l'avantage de takedown dans ce combat-là va passer plus de temps en dessous que sur le top. Donc va avoir à vraiment faire compter ces moments sur le top. Puis d'après moi, un Ben Askren est quand même assez difficile à soumettre en temps général. Puis Demian Maia, on s'entend aussi, c'est pas le grappler qui va aller chercher une soumission out of nowhere là, de sa garde un bar. T'es là, oh mon dieu, c'est incroyable, on s'attendait pas à ça. C'est plutôt comme Ben Askren, un positional grappler, quelqu'un qui va aller chercher son takedown. Lui travaille pour passer la garde puis se retrouver dans le dos. Puis quand il est rendu dans le dos, ben là, il s'installe là. Puis il peut passer des rounds et des rounds. Là. Souvent, c'est soit qu'il te soumet avec un rear naked choke, c'est la cloche du round qui fait que le gars s'en va finalement dans ton dos. Donc ça va être intéressant à voir.
Ça va être une guerre d'échecs, ça va vraiment être une guerre de pouces. Il ne faudra pas laisser un pouce d'espace pour aucun des deux parce que, écoute, l'autre va définitivement en profiter. Pour ce qui en est de ma prédiction, j'ai Ben Askren dans ce combat-là. Je crois que ça va se rendre à la décision. Puis j'espère vraiment qu'ils ne perdront pas de temps à se battre debout. C'est deux des meilleurs grapplers au monde. Un style match-up de grappling absolument incroyable et fascinant. Donc faites juste ça. Faites juste grapple. Et puis sacrez-nous à paix avec votre striking de marde parce que les deux, vous avez du striking de marde. Puis on veut pas absolument pas voir ça. Faut que je le dise quand même. C'est Damian Maia qui va avoir l'avantage du striking ici. Malheureusement pour lui, je pense pas qu'il va être capable d'empêcher Ben Askren de le takedown. Mais si Damian Maia avait à avoir un game plan particulier pour ce combat-là, il pourrait être celui qui décide de striker et probablement facilement le gagner ce combat-là s'il est capable d'empêcher les takedowns, chose que je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas. Donc, j'ai Ben Askren par décision. Ça nous mène à la demi-finale, le co-main event de la soirée. Michael Johnson est de retour chez les 155 livres face à Stevie Ray. Et puis, ben, Michael Johnson est définitivement le plus talentueux des deux dans ce combat-là. Oui, Ray est quand même, je vous dirais de prime d'abord un striker, mais Johnson a du meilleur striking. Il va être beaucoup plus rapide que Stevie Ray debout. Là. Écoute, Michael Johnson était même rapide à 145 livres avec ses mains. Donc, c'est pas ça qui va être le problème ici. On le sait pertinemment que le problème majeur de Michael Johnson, c'est qu'il a le don de gagner un combat, puis de settle in dans le fait qu'il est en train de gagner un combat, puis d'un peu cruiser, là, je vous dirais, d'un peu off. I got this, man, puis d'un peu ralentir, enlever le pied sur la pédale, puis c'est à ce moment-là qu'il finit souvent par se faire cut, puis se faire allumer frette là, à la fin du combat, puis perdre, tout simplement perdre. Le gars, c'est le meilleur combattant probablement que tu vas avoir vu avec une fiche de 19 victoires, 14 défaites. Mais tabarnouche, je pense qu'il devrait être en mesure de battre Stevie Ray ici pour la simple et unique raison qu'avec le temps, Stevie Ray semble de moins en moins durable. Donc j'ai comme pas 100% confiance qu'il va voir ce troisième round-là, qu'il va voir, qu'il va avoir l'opportunité de voir Johnson enlever un peu son pied sur la pédale, puis là, d'à partir de là, comme mettre, mettre les choses à fond, puis aller chercher cette victoire-là, aller chercher ce finish-là. Je pense pas que ça va arriver, je pense qu'il va être overwhelmed debout contre un adversaire beaucoup plus rapide que lui, qui frappe quand même fort, puis on l'a vu être un peu moins durable qu'avant, ça me porte à croire que Michael Johnson va probablement finir ce combat-là à quelque part au deuxième round, TKO, quelque chose comme ça. Donc, j'ai Michael Johnson par TKO ici. Ça nous mène à un combat qui va être absolument incroyable. Chez les 155 livres, on a Frank the Tank Camacho qui, si vous écoutez ça, vous êtes un hardcore fan, c'est probablement devenu un de vos combattants préférés là, depuis son arrivée dans l'UFC. C'est juste un complet madman, mais un complet madman qui a de la technique debout. Là. C'est pas, je dirais, le combattant, quand je pense à quelqu'un, mettons, plus brawler, moins technique, un Matt Frevola, quelqu'un comme ça. C'est pas vraiment ça. Oui, c'est un brawler, oui, c'est quelqu'un qui veut échanger debout. Cependant, c'est pas c'est pas un combattant non technique. C'est un bon fighter, un bon stand-up fighter. S'il voulait ralentir ça d'une coche, prendre ça un peu plus tranquille, puis aller marquer ses points, puis être le gars qui reste en avant sur les scorecards, je suis pas mal sûr qu'il serait capable. C'est juste absolument contre son style et contre sa volonté. Là. Le gars, c'est un brawler pur et dur. C'est quelqu'un qui veut échanger. C'est quelqu'un qui veut se retrouver dans des situations où il mange des bons coups pour en donner des meilleurs. Contre Beneil Dariush, c'est un combat très intéressant. Parce que Dariush va avoir un immense avantage au sol dans ce combat-là. Oui, Beneil est un bon striker Muay Thai qui s'est beaucoup amélioré là, à cet effet-là avec Kings MMA, Rafael Cordero, mais c'est de prime d'abord un grappler, quelqu'un qui avait beaucoup de recognition comme brown belt, qui est maintenant une très bonne black belt. Là, je dirais quelqu'un qui est probablement un des bons submission fighters dans la division à 155 livres. Et puis autant Dariush a cet avantage-là au niveau du combat au sol, autant c'est peut-être
pas le gars qui va plus grapple en général dans la vie. Puis ça me fait peut-être un peu peur parce que Camacho est puissant et technique. Et puis Beneil Dariush, si tant de bonnes choses qu'il a dans sa game, on peut pas lui donner le meilleur menton en MMA. Et ça de loin. Puis contre Frank Camacho, c'est dangereux. Puis ma prédiction, je l'ai devant moi. Puis on dirait que je suis comme un peu en train de la douter là ici. J'avais Beneil Dariush par soumission au deuxième round. Parce que tabarnouche, quand t'as un avantage comme ça sur quelqu'un, faudrait vraiment être stupide pour pas s'en servir de la part de Beneil Dariush. Et puis, je peux même pas vous dire que j'ai confiance qu'il va s'en servir. C'est ça qui me gosse peut-être un peu par rapport à ça, mais je peux pas négliger cet avantage-là que Beneil Dariush a. Donc c'est pourquoi je vais avec Dariush par soumission au deuxième round. Mais tabarnouche que s'il utilise pas ce game plan-là, il va probablement se faire allumer debout là, assez sévèrement par Frank the Tank. Donc j'ai Dariush par soumission, deuxième round, dans une prédiction qui, selon moi, n'est pas très safe. Ça nous mène au prochain combat. Sur la carte principale, ce sont les poids lourds, notre bon ami de Paris, de Vincennes. Cyril Gane est en action pour son deuxième combat dans l'UFC, cinquième combat professionnel en arts martiaux mixtes. Et pour l'occasion, il affronte un vétéran du Contender Series, Don'Tale Mayes, qui a dû retourner au Contender Series pas moins de 3 fois avant de recevoir un combat dans l'UFC, un contrat dans l'UFC, devrais-je dire, mais bref. Il fait ses débuts contre Cyril. C'est un gros gars, un très 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 gros gars. Long fait aussi, très long, travaille bien derrière son jab. Je vous dirais que généralement, c'est un bon striker. C'est probablement ça qui va pas super bien aller contre Cyril Gane. Entre vous et moi, c'est peut-être plus un lutteur ou un grappler solide qui pourrait donner des ennuis à Cyril à ce stade-ci de sa carrière, d'après moi, bien que je le sais pertinemment qu'il travaille tellement là-dessus là, sans arrêt que d'après moi Cyril, avec les skills puis l'ADN absolument incroyable qu'il a, doit bien être rendu un beau lutteur puis un beau grappler là. Ça fait comme on dirait un an et demi que je dis il s'entraîne très très fort là-dedans puis le gars, il apprend tellement vite. Ça faisait même pas un an qu'il s'entraînait en MMA, puis il était capable de défoncer des gars comme Adam Daichka. Donc, tu sais, ceiling is high. Parce que moi, demain matin, pour être bien honnête avec vous, j'ai un combat entre Don'Tale Mayes et Adam Daichka devant moi. C'est sûr que je me dis, que peut-être le jab de Mayes va être problématique. Peut-être que le fait qu'il est game d'amener ça dans le clinch contre la cage, puis vraiment juste être gros, puis lourd, puis ralentir l'action, là. Ça peut jouer contre Adam, mais je sais pas si je piquerais contre Adam dans un combat contre Don'Tale Mayes. Et puis, je piquerai certainement pas contre Cyril, là, entre vous et moi. C'est assez clair pour moi que Cyril Gane va avoir l'avantage dans ce combat-là. J'aimerais que ça dure, cependant. Pour être bien honnête avec vous, j'aimerais que ça ne se termine pas au premier round. Ça serait le fun pour Cyril de juste avoir du cage time à heavyweight, cinquième combat, là, commence à settle in dans sa patente, là, tranquillement, pas vite. Donc, un combat qui dure là, contre un adversaire qui est quand même tough, là, en Don'Tale Mayes. Oui, je vous dirais que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de dominer ses combats. Généralement, je sais pas ce qui va arriver si, genre, dès la première instant du combat, il est pas en avantage contre Cyril Gane. Je sais pas comment il va réagir à ça. On l'a vu au Contender Series. Ça, c'est un peu inquiétant là, dans son cas, pour être bien honnête avec vous. On l'a vu avoir beaucoup de succès contre Alan Crowder, puis être en train de dominer ce combat-là. Puis un moment donné, ça s'est comme écroulé au troisième round, puis il a perdu. Puis perdre contre Alan Crowder après ce qu'on voit ce qu'Alan Crowder fait dans l'UFC, c'est inquiétant. Là. Pour vrai, c'est très, très, très inquiétant. C'est sûr qu'il y a Brandon Allen, la fin de semaine dernière, qui a fait ses débuts. Il avait déjà perdu contre genre Trevin Giles, Eric Anders. Il n'y a pas aucune de ses défaites en arrivant dans l'UFC qui paraissait si bien que ça quand on a vu la performance des gars dans l'UFC par après. Et puis pourtant, il y a eu l'air d'un tueur là, contre Kevin Holland. Oui, il s'est retrouvé dans le pétrin à quelques reprises, mais il y a eu l'air de vraiment quelqu'un en contrôle de sa game. Donc, tu sais, je veux pas trop mettre d'emphase sur le fait que justement Maze a fini par se faire péter par Alan Crowder dans un comeback win puis par KO en plus, c'est comme peut-être pas la meilleure manière que tu as envie que ça arrive, surtout quand faut t'affronter Cyril Gane à ton premier combat UFC. Donc qu'est-ce que je vois ici?
J'ai hâte de voir Cyril contre quelqu'un d'aussi gros, d'aussi imposant physiquement que lui. Danton Mace est gigantesque. Là. Je pense que c'est un des gars qui est genre 6 et 6, 6 et 7 là, dans cette division-là, avec un très long jab. Puis il s'en sert quand même bien. Ça sera pas le même niveau de combat debout que Cyril gagne, cependant. Je vois Cyril faire sa petite danse usuelle, là, à y aller probablement de reculons. Je vois mal Maze arriver là puis décider que se mettre sur le back foot, c'est la bonne façon de battre Cyril Gann. Donc je le vois avancer. C'est pas la bonne façon de battre Cyril Gann non plus, mais c'est vraiment une bonne façon de battre Cyril Gann à date. Il n'y a pas vraiment personne qui est en mesure de nous démontrer comment on pourrait potentiellement faire ça. Donc je pense que mais il se doit aller de l'avant parce que oui, Cyril est un excellent backfoot fighter, comme probablement un des meilleurs dans l'UFC, dans la division heavyweight, il n'y a pas d'équivalent à ça, là, mais le fait de faire reculer Cyril, puis le fait que tu es très grand avec une longue portée, ça fait que peut-être que par chance, tu vas réussir à mettre la main sur lui, puis l'amener contre la cage, puis essayer de le faire travailler, là, essayer d'être lourd sur lui. Donald Mace va avoir plus d'expérience que Cyril, va avoir plus comment dire, de poids à mettre sur lui, c'est réussi à s'accrocher contre la cage, à juste essayer d'être lourd, essayer de le faire travailler, essayer de rendre ça plate, vraiment, rendre ça pas le fun, rendre ça dans un range où Cyril ne peut pas se servir de ses mains, ne peut pas se servir de ses qualités d'explosion absolument incroyables. C'est ça la façon dont Donald Mace va pouvoir avoir du succès dans ce combat-là, selon moi. Est-ce que ça va arriver? Non. D'après moi, il va juste avancer dans la main droite de Cyril Gann à tout bout de champ, puis dans les kicks de Cyril Gann à tout bout de champ. Puis Cyril va avoir beaucoup d'opportunités de faire beaucoup de choses dans ce combat-là. Comme je l'ai dit, Maze a tendance à être tough. Donc j'espère que ça dure. Moi, ce que j'aimerais là, optimalement, c'est un TKO au troisième round. Là, quelque chose comme ça. Le temps d'avoir un bon 10 minutes de cage time, d'avoir un combat au moins, peut-être d'avoir même un peu d'opposition pour Cyril, ça serait très bien. Donc je vais y aller avec Cyril Gann par TKO au troisième round dans ce combat-là, mais ne soyez pas surpris si ça se termine avant, mettons. On continue sur la carte principale, le 7e combat de la soirée, c'est le premier sur la carte principale en fait. Ça commence à 8h du matin, ça d'ailleurs, j'aurais dû le dire au début. Je vais l'écrire dans le post là, parce que sinon le monde va absolument manquer ça. Mais la carte principale est à 8h du matin, les primes sont à 5h. Anyway, quand il y a des cartes à l'étranger, à Singapour, des places comme ça en Asie, en Europe, faut comme s'attendre à ce que la carte s'assoie à des heures plus étranges ici. Et puis ben c'est le cas pour cette carte là. Mais bref, le premier combat de cette carte principale, Muslim Salikov affronte Laureano Staropoli. Et ça, c'est le combat le plus difficile à sélectionner sur la carte, selon moi. Parce que Staropoli, quand il est arrivé contre Hector Aldana, même après sa victoire, je me dis, oh, battre Hector Aldana, on s'entend. Je sais pas trop ce que ça vaut à ce stade-ci dans l'UFC. Il a bien paru, mais il a bien paru contre quelqu'un d'absolument nul. Donc, que faire de cette performance? Ça a été beaucoup mieux contre Thiago Alves. Oui, Thiago Alves est absolument vieux et absolument plus l'ombre de lui-même, selon moi. Mais c'est quand même un combattant qui a démontré avoir apporté des ajustements à son style. Puis est encore capable d'aller gagner des combats, même si c'est plus le Thiago Alves des beaux jours qui démolit du monde avec ses kicks. Donc, ça va être un bon combat. Ça va être un très bon combat parce que Muslim Salikov, oui, est super flashy. Il a des techniques absolument incroyables. C'est un excellent striker, kickboxer, combattant de karaté. Et puis, il y a des spinning kicks, des affaires absolument spectaculaires. Puis, il cote les gens avec ça. Puis, s'il cote pas les gens avec ça, ben, il les fait réfléchir. Puis, il les surprend avec des coups de poing bien straight, bien simples, dread dans le milieu, tu sais. Et puis, Laureano Staropoli me semble un bon combattant. Je sais pas que ça va trop donner comme match-up ici parce que je pense que si Laureano décide juste d'y aller de l'avant, puis de mettre Salikov sur le reculon, puis d'être actif, de ne pas lui donner le temps de réaction. Parce que Muslim Salikov, si tu lui donnes le temps de réaction, là, si tu es devant lui, puis tu feintes beaucoup, puis tu lui donnes le temps d'avoir ses reads, il va te sortir un counter absolument incroyable, puis il va te knocker, puis il va te faire mal. C'est pas mal ça qu'il fait. Mais si tu vas de l'avant, tu lui laisses pas le temps, puis oui, quitte à manger quelques coups de poing qui ne seront pas ses meilleurs coups de poing ou ses meilleurs coups de pied, ça c'est juste de
briser la distance, amener ça dans le clinch, être chiant, être lourd, amener ça dans un monde de grappling. C'est comme ça que tu vas battre un Muslim Salikov. C'est sûr que Staropoli est lui aussi, je vous dirais, principalement un combattant debout, mais va sans aucun doute être le combattant le plus complet des deux dans ce combat-là. Cependant, je ne sais pas jusqu'à quel point il est efficace en grappling, je ne sais pas jusqu'à quel point il est efficace en lutte pour que je sois en mesure de lui donner cette victoire-là. Muslim Salikov, un peu comme Cyril, reste quelqu'un qui est difficile à mettre la main dessus de la façon dont il bouge debout. Et puis je pense que oui, Staropoli va avoir à aller de l'avant, d'être agressif dans ce combat-là pour mettre la main sur Salikov d'une manière ou d'une autre. Mais c'est clairement un couteau à deux tranchants, ça. Dans le sens que oui, si tu réussis à mettre la main sur lui, puis à le takedown, puis à le dominer au sol, puis à le battre ainsi, t'as l'air d'un savant. Mais si tu réussis pas à mettre la main sur lui, puis tu te fait catcher overextended dans un counter, ben tu te fais knocker solide. J'ai Salikov par TKO au premier round. J'ai comme l'impression que c'est probablement la deuxième option qui va arriver plus que la première. Mais bref, c'est un très bon combat. C'est le combat que j'ai le plus de difficultés à pick sur cette carte-là. Et ça, de loin. Donc, ça nous mène au préliminaire. 115 livres chez les dames. Randa Markos contre Ashley Yoder. Et puis je vous dirais que c'est un pick assez safe ici pour Randa Markos. Ashley Yoder, oui, a démontré des améliorations à son dernier combat. Non, je suis pas vraiment sûr que ça s'en va nulle part. Cependant, ces choses, écoute, c'est quand même une grande fille. Je vous dirais qu'il y aurait avantage à développer son striking. Il n'est pas une bonne striker, c'est une grappler principalement. La fille peut être très agressive de son dos, là, peut être bonne, je vous dirais, dans les différentes zones du grappling. Mais ça va être dur contre Randa Markos. Parce que Randa Markos, oui, est aussi une bonne grappler, est aussi une bonne lutteuse. Je pense que c'est ce qu'elle préfère faire. Mais c'est une combattante très complète qui va avoir l'option de tout faire dans ce combat-là. Littéralement, elle va avoir l'option de striker si ça tombe. Ça risque d'être beaucoup à son avantage. Elle va avoir l'option d'essayer d'amener le combat au sol. Elle va avoir l'option de faire beaucoup de choses que Ashley Yoder est plus limitée à cet effet-là. Donc pour cette raison-là, pour le pace qu'elle va amener, je pense que c'est un combat qui va clairement être remporté par Randa Markos. Yoder reste une bonne grappler, c'est son bread and butter. Donc Markos a tendance à gagner par soumission quand elle gagne. Je me compterais pas trop là-dessus. J'ai tendance à penser que ça va plus être une décision dans le cas présent. Mais j'ai Randa Markos. 5e combat de la soirée, Alex White contre Raphaël Fiziev chez les 155 livres. Et oui, Fiziev, c'est genre fait spinning kick out of nowhere, puis il l'a même bloqué, ce spinning kick-là, mais il était tellement puissant qu'il a tombé pareil, puis il s'est fait TKO à son premier combat UFC contre Magomed Mustafaev. Ça arrive, même si c'était comme le coach de striking du Tiger Muay Thai, ça arrive des fois, puis c'était à la fois peut-être pas un good look, mais si ça l'aidait à avoir des match-ups comme Alex White, je pense que ça va être bénéfique pour sa carrière. Parce qu'Alex White va être tough d'acid that soul, va probablement essayer de grapple dans ce combat-là, bien que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose qu'il fait vraiment bien. Donc oui, en théorie, il devrait avoir un petit avantage au niveau du grappling sur Raphaël Fiziev, mais je pense pas que Raphaël Fiziev va avoir beaucoup de travail à mettre dans son grappling pour genre rattraper cet avantage. On parle pas de quelqu'un qui lutte depuis sa tendre enfance, puis que là, faut que tu t'espères peut-être rattraper son niveau de lutte un jour. C'est pas le cas ici, là. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir quelqu'un qui va essayer de grappler peut-être de façon un peu désespérée parce qu'il va être 100% outmatch debout. Et pour cette raison-là, j'ai pas le choix d'y aller avec Raphaël Fiziev par décision ici. Ensuite, 145 livres à la fois, un combat très intéressant et il n'y a pas d'à la fois, là, dans le fond, juste un combat très intéressant. C'est Enrique Barzola, le toujours très le fun Enrique Barzola, qui affronte Movsar Evloev, qui est un des meilleurs prospects en MMA, un des meilleurs prospects dans l'UFC. Probablement le deuxième meilleur prospect dans cette division-là, derrière Sodiq Youssouf. Et c'est juste parce que Youssouf a eu plus de combats contre des combattants à plus haut niveau. Et puis il a la chance de prouver que le prospect qu'on pensait qu'il était, il est définitivement ça. Evloev est définitivement ça aussi. Il a peut-être juste pas encore eu la chance de nous le prouver. Là. Il a affronté un combat dans l'UFC, je pense que c'était contre Sung Woo Choi ou Ji Sun Sun, là, je me rappelle plus trop. Non, Jin Sun Sun, c'était Peter Yan. Donc, Sung Woo Choi, je suis pas mal sûr de ce que je dis.
Ça a été une clinique de lutte. Movzar Evloev. Ce qui est bizarre en plus, c'est que souvent les gars se battent plus lourd sur la scène régionale. Puis là, ils arrivent dans l'UFC puis ils drop d'une weight class. Lui, c'était le contraire. C'est comme pas mal toujours battu à 135 livres. Puis là, il arrive dans l'UFC et move up à 145. Je sais pas trop c'est quoi qui en est par rapport à ça, mais si j'aurais comme un collègue à lui trouver, là, de genre de quelqu'un qui est peut-être trop petit pour sa division, mais qui réussit à out-wrestle tout le monde comme si c'était des sous-marques pareil, ben c'est Gregor Gillespie. Puis Movzar Evloev est moins fou que Gregor Gillespie. Là. Gregor Gillespie, c'est le genre de gars qui va manger du dommage pour aller chercher ses takedowns. Puis c'est un brawler, le pur et simple debout, mais avec une des meilleures luttes que tu auras vues dans ta vie. C'est pas le cas pour Movzar. Movzar va plus prendre son temps debout, mais le gars, quand il t'engage en lutte, là, c'est Khabibesque. C'est un des meilleurs lutteurs qu'on a en MMA présentement. C'est un des meilleurs prospects. Et puis, d'après moi, contre quelqu'un qui, oui, est un bon combattant debout, mais qui a des grosses tendances de brawler lui aussi debout. D'après moi, Enrique va s'ouvrir à des takedowns là, assez fréquemment face à Movzar Evloev. Et pour cette raison-là, j'ai Evloev par décision dans ce combat-là. Ça nous mène à un autre combat poids lourd, deuxième de 3 combats poids lourds sur cette carte-là. Maurice Green affronte Sergey Pavlovich. Et puis Maurice Green, là, ça c'est le genre de gars, on dirait que je pique contre lui à toutes les fois puis qui va finir par gagner la majorité de ces combats-là. Puis je comprends pas pourquoi. C'est un peu, je vous dirais, un Dontel Mace dans le sens qui est long, il a un long jab puis bizarre, puis il travaille bien en arrière de son jab, surprenamment bien en arrière de son jab pour un gars qui est arrivé dans l'UFC avec la majorité de ses victoires genre par triangle choke là, puis des affaires de même. Il reste probablement un des heavyweights les plus dangereux là, de sa garde, mais son A-game, c'est vraiment son striking. C'est le genre de gars qui justement va utiliser son striking sans trop se faire de stress avec oh je peux me faire takedown, je dois être prudent, parce qu'une fois qu'il se fait takedown, il y a une bonne garde, lance des triangles, puis non, quand tu le vois sur son dos, tu te dis pas quel habile combattant de sur son dos. Mais le niveau de grappling à heavyweight est tellement bas que le gars s'en sort comme étant un des meilleurs grapplers sur son dos dans cette division-là, même s'il n'est pas vraiment un bon grappler sur son dos, entre vous et moi. Contre Sergey Pavlovich, ça va être dur. Ça va être dur. Sergey Pavlovich est comme un des meilleurs prospects heavyweight. C'est bizarre de dire ça parce qu'il a genre 35-36 ans le dos, mais il est encore en âge prospect en MMA. Là, d'après moi, c'est un des heavyweights qui va pouvoir se battre jusqu'à 40 cuts puis être un des bons heavyweights dans l'UFC. C'est un boxeur, il est puissant, il est bon, manque un peu de volume, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive chez les poids lourds. Si t'arrives avec du trop gros volume, ben après un round et demi, t'es complètement gazé. Pavlovich a comme un peu compris ça, puis gère son volume en conséquence. Ça fait que des fois, il peut se retrouver contre des gars qui ont plus de volume que lui. Genre, d'après moi, Maurice Green. Et puis, ça risque de finir très serré, ce combat-là. Là, une split décision ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on va avoir Green qui va lander le volume ici. Puis on va avoir Pavlovich qui va lander beaucoup moins fréquemment, mais qui va lander beaucoup plus fort. Puis ça va déranger. Puis moi, j'ai tendance à vouloir, je vous dirais, quand on a un combat, là, strictement combat debout, où les deux échangent, si quelqu'un a beaucoup de volume, mais peu de dommages, contre quelqu'un qui a un peu moins de volume mais plus de dommages, j'aurais tendance à y aller en faveur du gars qui lande le dommage. Je sais que c'est pas tous les juges qui jugent les combats comme ça, mais c'est ma manière de penser. Pour cette raison-là, j'ai Sergey Pavlovich par décision aussi, mais je m'attends à une split, je m'attends à quelque chose de serré probablement s'il n'y a pas de finish dans ce combat-là. Ça nous mène à un combat chez les 115 livres, les dames. Alors qu'Alexandra Albou est de retour. C'est comme 4 ans qu'elle est dans l'UFC, à genre 1 ou 2 combats, à comme 4 pro fights en tout. C'est pas trop où ça s'en va, ces choses à elle. Elle affronte Loma Lookboonmee, la première combattante thaïlandaise dans l'UFC. Puis on dit combattante, là, c'est combattant et combattante. Là. Quand on parle vraiment d'un Thaï né en Thaïlande, c'est la première. Et elle aussi, elle a une fiche de 3 victoires, 1 défaite. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre dans ce combat-là. À part que Lookboonmee s'entraîne au Tiger Muay Thai. Là, donc je m'attends pas à ce que ça soit une 3-1 vraiment amateur qui arrive là avec aucun style et aucun talent. Ça doit être une bonne combattante debout, comme Albou. Donc je pense qu'on se retrouve avec un duel de striker ici. J'ai tendance à y aller pour Albou. C'est peut-être juste parce que je la connais, puis l'autre je la connais pas vraiment, puis du footage que j'ai vu ça a l'air pas pire, mais ça a pas l'air si fou que ça non plus. Donc j'ai Albou par décision ici. Bonne striker capable de stalker ses adversaires quand elle se met sur son stalking.
elle est bonne. Je pense qu'elle a même très bien fait contre Marina Monroe, qui étrangement a gagné ce combat-là après avoir punché de l'air pendant 15 minutes. Mais c'est pas mal la gimmick de Marina Monroe de puncher de l'air pendant 15 minutes anyway. Donc ça allait toujours être un combat difficile niveau expérience là, pour Albu. Donc je pense qu'elle est prête à rebondir de ça. Je l'ai par décision ici. Et le premier combat de la soirée, poids lourd, Rafael Pessoa affronte Jeff Hughes. Et puis Jeff Hughes, là, est absolument capable d'avoir un game plan à la Cyril Gane dans ce combat-là. C'est-à-dire avancer, mettre de la pression, puis heureusement, peut-être laisser aller ses mains. Ce gars-là s'entraîne avec Stipe Miocic. Je l'ai dit la semaine dernière, selon moi, un style très semblable à un Tanner Bowser. Quelqu'un qui est juste capable de mettre du volume sur son adversaire sans trop s'affaiblir. C'est quelqu'un qui est durable, c'est quelqu'un qui a fait des 25 minutes auparavant, ne se fait pas finir non plus, est super tough. Donc, j'ai l'impression que s'il réussit à mettre la pression sur Rafael Pessoa, va wear on him. Là. Puis je pense que ce combat-là va être serré au premier round, mais j'ai l'impression que Jeff Hughes est le gars qui a le cardio et le gars qui a la durabilité ici. Et puis plus le combat va avancer, selon moi, plus ça va être à l'avantage de Jeff Hughes. Je l'ai donc par décision ici. Puis ça conclut mes analyses et prédictions pour la carte de l'UFC Singapour, Maia contre Askren featuring Cyril Gane. On a hâte de voir ça, je vous le répète, c'est le matin, 5h du matin pour les prelims, 8h du matin pour la carte principale. Moi, pour ma part, j'ai comme un genre de petit party là, avant ça, donc je vais probablement genre faire le party, pas dormir, écouter ça à 5h du matin, après écouter la main card à 8h du matin, puis après probablement être décollé, puis dormir tout le restant de la journée. Mais anyway, pas mal ça qu'on fait à cette heure que je travaille de nuit. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Laissez-moi un like si vous avez apprécié, un commentaire pour me faire part de vos commentaires, évidemment. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA. Québec MMA, fuck, ça fait longtemps ce que je suis en train de dire là, déjà en 2017. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook. Sur YouTube, c'est MMA Talk. Sur Instagram, THE MMA Talk. Sur Twitter, si vous y êtes, THE sous-tiret MMA Talk. Et puis, on se parle la semaine prochaine, les amis. Et probablement avec un invité. Parce que c'est l'UFC 244.